Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce dimanche. Merci d'être sur RTI 1. Un contingent des forces armées de Côte d'Ivoire a défilé avec les forces armées maliennes pour la célébration de l'an 58 du Mali indépendant. Le chef de l'État ivoirien a pris part à cette célébration officielle aux côtés de son homologue malien et d'une dizaine de présidents africains. Ils ont emporté près de 500 000 francs CFA dans le braquage du lycée municipal et d'une quincaillerie de San Pedro. Les deux braqueurs ont été interpellés par la police alors même qu'ils préparaient des opérations de grande envergure dès l'ouverture de la campagne Café-Cacao. Et puis ces nouvelles tensions entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Washington a décidé d'appliquer des sanctions financières contre la Chine pour avoir acheté des avions de combat à la Russie. Pékin a aussitôt convoqué l'ambassadeur américain en Chine pour lui remettre une protestation solennelle. Bienvenue à tous dans ce 13h sur RTI 1. Le 17 septembre dernier, le Premier ministre ivoirien a fait le bilan de l'action gouvernementale. Face à la presse, Amadougon Coulibaly a mis un accent particulier sur l'aspect social. Le gouvernement entend renforcer les actions sociales sur la période 2018-2020, avec dans le viseur la réduction de la pauvreté et des inégalités. Nous recevons pour en parler le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame Fofana. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous vous retrouvons tout juste après le point de l'actualité. Tout à fait. Le Mali a célébré hier 22 septembre le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président ivoirien Alassane Ouattara a assisté à la cérémonie officielle marquée par un défilé militaire des forces armées maliennes avec à leur côté un contingent des forces armées de Côte d'Ivoire. À Ouattouré. Réélu le 12 août dernier avec 67% des suffrages, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, débute un second mandat de 5 ans à la tête du Mali. Après avoir prêté serment le 4 septembre dernier, Ibeka a été investi ce samedi 22 septembre, date correspondant à la célébration de la fête nationale du Mali. Cette double cérémonie s'est tenue le long de l'avenue du Mali à Bamako, en présence des milliers de Maliens et de plusieurs chefs d'État africains, au rang desquels le président Alassane Ouattara. Pour ce second mandat, le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle à l'unité de tous les Maliens pour le retour à la stabilité du pays. Face aux nombreux défis de développement à relever, Ibeka promet d'exercer ses fonctions avec détermination tout en privilégiant l'intérêt supérieur du Mali. Pour tenir de tels engagements, le chef de l'État malien peut compter sur le soutien des forces armées maliennes. En atteste le grand défilé militaire qui a marqué cette cérémonie, défilé auquel a pris part un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire. Preuve que les relations de fraternité d'armes entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont au beau fixe. Pour rappel, un contingent malien avait pris part au grand défilé militaire de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août dernier à Abidjan. Joyeux anniversaire, on est très fiers, un beau défilé. Mes félicitations à mon frère Ibrahim Boubacar Keïta. Vraiment, la Côte d'Ivoire soutient le Mali et s'engage à faire tout pour que nous puissions sortir de cette situation de crise avec les terroristes. Bravo, bravo, bravo à Ibrahim. Au thème de la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et la célébration des 58 ans du Mali, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce samedi 22 septembre aux environs de 18h30. La Banque mondiale veut aider les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à offrir des logements sociaux aux populations. Elle encourage notamment le refinancement des banques et établissements financiers. L'institution vient de lancer un projet d'habitat social à Abidjan en collaboration avec la Banque ouest-africaine de développement pour près de 85 milliards de francs CFA. Francis Boifo. Se loger dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, pas du tout aisé. Selon le rapport de la Banque mondiale sur la revue du secteur du bâtiment, tenant compte des prévisions de l'évolution de la population dans l'UEMOA,
nous devons faire face à un besoin estimé à 800 000 nouveaux logements par an pour combler le déficit en la matière. Le projet Banque mondiale UEMOA pour la promotion du financement de l'habitat abordable, lancé à Abidjan, est un début de solution à l'accès au logement. Le mécanisme est que la banque fait le prêt auprès de la BOAD, la Banque de développement régional de zone UEMOA, et le BOAD va travailler à travers la caisse régionale hypothécaire. Sur environ 85 milliards de francs CFA que la Banque mondiale va octroyer à la Banque ouest africaine pour le développement BOAD, 76 milliards seront reversés à la caisse régionale de refinancement hypothécaire. L'argent sera prêté à la banque à un taux de 4,5% sur 15 ans. À charge pour la banque de reprêter l'argent à un taux maximum de 6,5% sur 15 ans. Aux ménages, ce n'est pas des entreprises, etc. Nous parlerons avec les ministres en charge du budget et des finances. Nous parlerons également avec les banques qui sont au cœur de toute cette problématique pour que les taux dont nous avons parlé ici puissent être appliqués au grand public. Pour le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, l'accès au logement pour les populations à faible revenu passe nécessairement par des réformes sur le foncier. Si vous avez réglé le problème de sécurisation, mais que l'accès au foncier, les droits de mutation, les droits pour mettre en hypothèque un foncier sont chers, vous n'avez pas résolu la totalité des problèmes. Donc effectivement, deuxième pan, c'est la fiscalisation. Et troisième pan, c'est vraiment la gouvernance autour de tout ça pour qu'il y ait une équité, une justice au sein de la population. Ce nouveau projet de la Banque mondiale sur l'habitat va permettre l'élaboration de 50 000 nouveaux prêts hypothécaires et mobiliser beaucoup d'investisseurs pour l'habitat social dans l'espace communautaire. Cette question du logement est au cœur des projets de développement de nombreux pays. La lutte contre le chômage et la pauvreté également. Abidjan a abrité une conférence internationale sur les défis et opportunités liées à la pratique d'une économie inclusive en Afrique de l'Ouest. Nadia Eja et Cheikh Koné. Selon les statistiques des organismes internationaux, 54% de la population dans 46 pays africains vit dans la pauvreté. La moitié des jeunes est au chômage et 35% ont des emplois vulnérables. Face à cette situation alarmante, l'application d'un modèle économique inclusif est préconisée par les experts. On se rend bien compte que sans les nommer par entrepreneuriat inclusif, certaines entreprises en Côte d'Ivoire pratiquent ce modèle d'affaires dans différents secteurs. Mais ces pratiques ne sont pas à échelle, ne sont pas vulgarisées. Et les contraintes, c'est l'écosystème global en termes de politique, en termes d'accès au financement, en termes de la qualité des personnes. Pendant 2 jours, les représentants de pays africains ont partagé leur expérience sur la pratique de modèles d'affaires inclusifs. Nous sommes dans l'industrie du karité et nous travaillons avec les femmes du milieu rural comme partenaires, de sorte à leur procurer une indépendance socio-économique. L'économie inclusive sous-entend qu'on implique les personnes vulnérables dans la chaîne de valeur. Et nous croyons qu'au Ghana, plusieurs initiatives sont menées dans ce sens. Soutien important au projet de recherche sur l'inclusion économique des femmes et des jeunes en Afrique, le Canada a invité les parties prenantes à collaborer pour relever les défis et profiter des opportunités de modèles d'affaires inclusifs. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a souligné l'impact d'une telle initiative sur l'économie sous-régionale. L'atteinte des objectifs permettra de jeter les bases de promotion et de vulgarisation des modèles d'affaires inclusifs dans notre sous-région. En ce qui concerne particulièrement la Côte d'Ivoire, notre pays, la politique du gouvernement en matière d'entrepreneuriat vise à créer un écosystème favorable à l'éclosion des PME contenu dans sa stratégie nationale de développement des PME. D'ici à 2025, l'Afrique aura la main-d'œuvre la plus jeune au monde avec plus de 500 millions de personnes. Il est donc impératif de développer une économie inclusive et faire de cette population un atout pour l'économie africaine. L'éducation, un autre secteur au cœur du développement des pays africains, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, invitée sur Radio Côte d'Ivoire à parler des défis et aussi des perspectives pour un système éducatif performant. Christian Dago et Issa Yeo.
Rentrée scolaire 2018-2019, la qualité de l'école ivoirienne. Voici les grands points abordés par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, au cours de son intervention à l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. 7 millions d'élèves qui répondent cette année à l'appel du ministère de l'Éducation nationale. Pour quel défi? Vous aurez compris tout de suite que ce dimanche, nous parlerons de l'école ivoirienne. Dès l'entame de l'émission, la ministre a apporté des précisions sur la question des frais annexes au centre des récentes polémiques. En Côte d'Ivoire, l'école étant gratuite au niveau du primaire, donc les parents ne payent pas de droits d'inscription. Mais au niveau du secondaire, tout comme au niveau supérieur, les élèves et étudiants payent des frais. Le gouvernement a pris un arrêté pour fixer ces frais à 3 000 francs. En fonction des besoins de l'école. Si les 3 000 francs ne sont pas suffisants, ce sont les parents eux-mêmes. Et là, j'insiste, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la direction régionale, ce n'est pas l'inspection primaire, ce sont les parents eux-mêmes qui se réunissent et qui déterminent le montant de la cotisation à payer. Kandia Camara a aussi pris la peine d'écouter les plaintes de certains enseignants face aux difficultés du système éducatif. Amani Pascal, instituteur à l'EPP d'Aukro résidentiel. Le problème, c'est que quand nous prenons les enfants du CP1 jusqu'au CM2, le parent qui vient avec l'extrait de l'enfant, l'extrait là ne porte plus le même nom que celui qu'on nous a donné à l'inscription. À la draine d'Aukro. Effectivement, le parent s'en va trouver le directeur et dit mon enfant s'appelle Kwadio Kwasi. Mais quand l'enfant va avoir un jugement plus tard, l'enfant va s'appeler maintenant Kona Kwasi. Alors que dès le CP1, les enfants maintenant ont un matricule qui les suit jusqu'au CM2. C'est une situation qui est déplorable, que nous regrettons énormément. Nous avons lancé une opération l'année dernière d'établissement de jugement supplétif. Voilà, pour nos élèves. Comme je l'ai dit, ils étaient plus d'1 million d'enfants sans extrait de naissance. Grâce à cette opération, beaucoup ont pu avoir un jugement supplétif, mais nous sommes encore à la recherche de financement avec d'autres partenaires pour pouvoir continuer cette opération. L'invité de Radio Côte d'Ivoire a exhorté les parents à s'impliquer davantage dans la formation des enfants. Durant 1 heure, la première responsable de l'Éducation nationale et les journalistes ont entretenu les auditeurs sur le thème « L'école ivoirienne aujourd'hui, acquis et perspectives ». Les ministres africains se sont réunis à Abidjan à l'initiative de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Union africaine. Cette 4e réunion du bureau de la conférence des ministres africains sur la météorologie a pour but de promouvoir les partenariats publics et privés et aussi renforcer l'appui du grand public et des autorités politiques. Franck Quadio. La conférence des ministres africains en charge de la météorologie a permis un partage d'expériences et favorisé une coopération plus étroite au niveau de l'Afrique. Sur la table, les questions liées au changement climatique, d'où l'implication des parties prenantes dans le secteur de la météorologie. L'idée, faire face au changement climatique en réduisant ses conséquences sur la vie des populations. La Côte d'Ivoire souscrit à cette action, d'autant plus que le pays subit de plein fouet les effets du changement climatique. Nous subissons donc la dégradation aussi de nos côtes, l'avancée de la mer et qui ont également occasionné donc des pertes en vies humaines. Ces pertes en vies humaines peuvent être réduites par la veille météorologique. Pour mener à bien la lutte contre le changement climatique, les pays africains doivent travailler en synergie, partager des informations et rechercher des partenaires financiers. Il faut renforcer les services météorologiques et climatiques. Il y a l'engagement de tous les gouvernements et aussi de nos partenaires. Bien sûr l'Union africaine, les communautés économiques régionales et nos partenaires financiers et techniques tels que l'OMM par exemple, Banque mondiale, Banque africaine de développement, non seulement pour la résilience, réduction des risques, mais pour le développement économique et social. Les 3 jours de rencontre ici avec les experts nous a promis de vraiment sortir avec une feuille de route pour l'exécution de tout ce qui est recommandation de nos chefs d'État au niveau de l'Union africaine. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les capacités en s'investissant dans l'équipement des recherches météorologiques pour le développement de la météorologie.
La 5e réunion de la conférence des ministres africains en charge de la météorologie aura lieu en 2019 en Égypte. La météorologie a aussi un outil important dans les prévisions et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Programme national de lutte contre les changements climatiques s'organise afin d'appliquer les engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP 21 à Paris. Grâce Kando. Le gouvernement ivoirien a pris des engagements lors de la COP 21 à Paris en 2015. Il porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 28% d'ici à 2030, l'augmentation des énergies renouvelables et la réduction de l'érosion côtière. Mais la mise en œuvre de ces engagements piétine, faute d'un cadre institutionnel et réglementaire. Pour y arriver, le Programme national de lutte contre les changements climatiques initie une rencontre avec les parties prenantes. Aujourd'hui, c'est pour nous, après quelques années donc, de travail, donc, de pouvoir corriger certaines lacunes qui sont liées donc, au démarrage, notamment en travaillant à renforcer le cadre institutionnel et réglementaire, en travaillant donc à créer ce cadre commun et cette plateforme collaborative d'échange pour que tous les acteurs puissent ensemble travailler et continuer à respecter nos engagements sur les changements climatiques. Nous, en tant que collectivité territoriale, qui constituons l'échelon plus pertinent dans la mise en œuvre de la politique de l'État, nous estimons que cette rencontre nous permettra d'avoir comme une visibilité sur ce que l'État prévoit et nous permettra aussi d'enrichir nos actions déjà programmées et voir comment au niveau de chaque territoire nous pouvons les rendre pratiques et permettre à chacun de contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, l'élaboration d'un projet de loi et la création d'une agence spécialisée sur la question avec des fonds dédiés est envisagée. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement et du Développement durable dit attendre beaucoup de cette rencontre. La Côte d'Ivoire tout entière vous attend, car vos résultats que nous souhaitons fructueux marqueront le début d'actions plus dynamiques, plus structurées en matière de climat. Ces actions donc devront être le prolongement des actions déjà menées et anticipées sur les changements de paradigme nécessaires à impulser notre croissance économique à 2 chiffres. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques 2015-2018. Elle porte, entre autres, sur le renforcement des capacités des acteurs et la promotion des mesures d'atténuation. Protection de l'environnement, assainissement du cadre de vie, l'association Synergie pour la vie des quartiers a initié une journée socio-culturelle à Williamsville, dans la commune d'Adjamé, avec pour l'essentiel une opération coup de balai et des dons pour assister les plus démunis. Ahmed Traoré et Franck Wadio. Une opération coup de balai dans le quartier de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Au-delà de l'action citoyenne, une philosophie que veulent s'approprier les habitants à travers le thème « Mon environnement reflète mon cadre de vie et garantit ma santé ». Le projet est porté par l'association Synergie pour la vie des quartiers civiques. L'ambition, c'est d'abord la cohésion du quartier, de rassembler toutes les couches du quartier, nos mamans, nos papas, nos sœurs, nos frères, afin qu'on aille sur le même objectif, histoire de développer le quartier. Nous appelons au rassemblement de tous les jeunes, de toutes les personnes vieux, vieilles, jeunes. On veut que tout le monde soit réuni pour qu'on puisse nous entraider. Synergie pour la vie des quartiers est née en août 2018. L'association a pour objectif mener entre autres des actions telles des distributions de kits scolaires aux familles démunies. Et ceci pour le renforcement de la cohésion sociale. À San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la police vient d'interpeller 2 présumés braqueurs. Ils préparaient des opérations de grande envergure dès l'ouverture de la campagne Café-Cacao. Ils ont été appréhendés après avoir braqué la veille le lycée municipal et une quincaillerie de la ville. Sam Conan. Des portes défoncées, des serrures cassées, des cadenas par terre, des bureaux saccagés. Nous sommes au lycée moderne Yibart 1 et 2 de San Pedro. Dans la nuit du jeudi au vendredi, 2 malfrats ont fait irruption dans cet établissement.
À l'aide d'un pistolet automatique, ils ont d'abord maîtrisé le vigile. Des agresseurs sont arrivés, ils étaient armés, donc ils ont pointé un fusil sur moi, ils m'ont demandé de me coucher, de faire semblant de dormir, c'est ce que j'ai fait. Rien n'a été apporté au niveau des appareils, mais il y avait des fonds de caisse qui ont été apportés. Après le lycée municipal, les braqueurs se sont rendus dans une quincaillerie. Ils ont cassé les cosras, rentré, cambriolé. Il y avait un peu d'argent, mais les matériaux, ils n'ont pas touché. Les caméras qui sont censées les voir, ils ont tout détruit. Alerté, le commissaire du 2e arrondissement et ses hommes, appuyés par des éléments de la préfecture de police, se lancent aux trousses des malfaiteurs. Et ces malfaiteurs seront cueillis quelques heures plus tard dans un hôtel, dans le quartier Bardo, avec un pistolet caché dans le placard. On m'a pris avec la drogue. J'étais dans ma poche avec les puces là. Il m'a dit qu'il y a son village qui est à 55 km, tu as dit ou bien quoi. Voilà. Sinon, moi, je suis venu, on n'est pas venu ensemble. Il est venu me croiser à la gare, et puis on est venu ensemble. C'est lui qui m'a dit, moi, je ne connais pas Bado, je ne connais pas ici. C'est lui qui m'a logé à l'hôtel. Nous attendons bientôt la période de traite café-cacao. Et donc, ces individus-là, ils disent qu'ils étaient dans la ville, dans le cadre des préparatifs de la traite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coups qu'ils étaient en train de préparer, que nous venons donc de déjouer. Je voulais saluer la bonne collaboration de la jeunesse du Grand Bado. C'est quand on collabore que nous sommes efficaces sur le terrain. Les deux braqueurs vont être transférés à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra en attendant leur jugement. Le monde du cinéma ivoirien est en deuil. L'acteur-comédien Ahmed Souané ne montera plus sur les planches. Décédé des suites d'une maladie, il a été inhumé hier samedi. Les familles biologiques et professionnelles de cette grande pointure de la culture ivoirienne lui ont rendu un dernier hommage lors de la levée de corps. Ahmed Souané laisse derrière lui une épouse et 2 enfants. L'Abissa 2018 va démarrer le 20 octobre prochain à Grand Bassam. Cette fête annuelle du peuple Nzima Kotoko est une occasion de faire des critiques sur la vie de la société et surtout de promouvoir les valeurs traditionnelles, culturelles et touristiques de la ville patrimoine mondial de l'UNESCO. L'édition 2018 est placée sous le signe de l'union et de la cohésion sociale. Isaïo. Fête du peuple Nzima Kotoko, l'Abissa est célébrée chaque année à Grand Bassam. Moment de partage, d'amour et d'échanges culturels, cette fête marque l'entrée dans une nouvelle année. Elle doit se faire sans la moindre rancœur. L'édition 2018 lancée dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, met un accent sur la pérennisation des valeurs ancestrales. Il y a une pérennisation de la tradition car pour travailler et ancrer ces traditions, il faut non seulement bien sûr les célébrer pour que au-delà du savoir lié superficiel, on ait de la profondeur qui puisse derrière se perpétuer. Critique sociale, valorisation des monuments emblématiques, purification de l'Edo Ngbele et la première sortie du roi sont entre autres les activités qui marquent l'Abissa. Pour cette édition 2018, les valeurs d'union et de cohésion sociale sont prônées. Nous sommes à Bassam, première capitale. Nous célébrons l'Abissa pour que le peuple Nzima, dans son entièreté, exprime cette cohésion-là. En même temps, nous voulons la partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important. L'Abissa 2018 aura lieu du 20 octobre au 4 novembre au quartier France à Grand Bassam. Sur la scène internationale, de nouvelles tensions viennent fragiliser encore plus les relations entre les États-Unis et la Chine. Washington a décidé d'appliquer des sanctions financières contre une unité militaire chinoise parce qu'elle aurait acheté des avions de combat à la Russie. Pékin a aussitôt convoqué l'ambassadeur américain en Chine pour lui remettre une protestation officielle. La Chine promet aux États-Unis des conséquences à payer si ces sanctions ne sont pas retirées.
Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité a eu lieu à Guitry, dans le sud-ouest. Une célébration ponctuée par la décoration de 15 personnes. Elles ont été élevées dans l'ordre du mérite national de la solidarité et aussi par l'indemnisation de victimes de la crise post-électorale. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale a invité les Ivoiriens à développer une culture de la solidarité pour le renforcement de l'unité nationale. Sephora Zegui et Franck Wadio. Liesse populaire dans la commune de Guitry ce samedi 22 septembre. Parés de leurs plus beaux vêtements, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer la solidarité et la cohésion sociale. Il s'agit de la 11e édition de la Journée nationale de la solidarité, JNS. Marietou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a à cette occasion invité les populations à la culture de l'amour, de la tolérance et du pardon. Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. C'est un thème qui nous invite à développer une culture de solidarité qui renforce la cohésion sociale, qui renforce l'unité nationale, autant qu'elle consolide les bases d'un développement harmonieux. En participant si massivement à l'activité de la Journée nationale de la solidarité, vous manifestez votre ferme volonté de contribuer à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire davantage conviviale, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire équilibrée et surtout une Côte d'Ivoire cohésive, parce que la solidarité est le premier pilier de la cohésion sociale. La Journée nationale de la solidarité, c'est aussi l'occasion pour l'État de Côte d'Ivoire de magnifier tous les actes de solidarité posés par des personnes physiques ou morales. 15 personnalités de la région du Lodjibois ont été décorées pour les actes de solidarité posés dans leurs différentes communautés. 4 ont été faits commandeurs, 1 officier et 10 chevaliers, tous dans l'ordre du mérite national de la solidarité. C'est un nouveau jour pour moi. Depuis près de 17 ans que je suis sur le terrain, je n'ai jamais reçu de distinction. Aujourd'hui, vraiment, c'est un honneur pour moi de voir que l'État de Côte d'Ivoire ait pensé à moi. C'est un sentiment de joie, de fierté, mais aussi de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de Madame la ministre, donc de l'État de Côte d'Ivoire, qui reconnaît les efforts qui sont fournis par les citoyens pour agir dans le sens de l'État. Au terme de cette journée, Marietou Koné a fait un don de matériel agricole et de tricycles d'une valeur de 28 millions de francs CFA aux femmes de Guitry et de Daïrou Didisso et 2 300 000 francs CFA en guise d'indemnisation à 4 victimes des crises post-électorales. Il nous a rejoint sur ce plateau pour le magazine du dimanche. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré, est avec nous pour parler de l'action sociale dans le programme du gouvernement ivoirien. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a fait le point de l'action gouvernementale. Il a parlé du renforcement de ce volet social sur la période 2018-2020. Alexis Ouedraogo revient sur ce point du Premier ministre et on se retrouve pour en parler. Renforcer l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020. Voilà l'une des consignes du chef de l'État à l'équipe Amadou Gon Coulibaly. Lors de sa rencontre avec la presse en début de semaine, le Premier ministre a précisé l'objectif de la mission, améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Conformément aux orientations du président de la République, des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social du gouvernement sur la période 2018-2020. De façon pratique, un programme social de gouvernement doit être établi sur la période 2018-2020. Il sera soumis au chef de l'État en fin de mois de septembre pour accélérer la réalisation des projets à fort impact social et dans les secteurs sociaux prioritaires. Il s'agira aussi de donner une priorité à l'emploi, proposer en particulier à la jeunesse des emplois diversifiés et stables. Voilà, monsieur le ministre, renforcer donc les actions sociales sur la période 2018-2020. À quoi est-ce que les Ivoiriens doivent s'attendre concrètement? Écoutez, les Ivoiriens doivent s'attendre à l'accélération de la marche vers l'émergence. Les Ivoiriens doivent s'attendre à une accentuation
d'une démarche qui a été déjà structurée dans le cadre du PND 2018-2020 et sur son axe en accord avec l'accélération du capital humain et les aspects en lien avec la pauvreté et la réduction des inégalités. Donc ce sont des secteurs qui vont être adressés, l'éducation, cela a été dit dans l'élément. Il y a d'autres secteurs tels que l'eau, l'assainissement, etc. Autant de mesures qui seront reversées à la lecture du chef de l'État et consolidées par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour être opérationnalisées par les membres du gouvernement. Mais quels sont les défis qui seront réalisés vraiment à très court terme? Mais à très court terme, vous avez entre autres la couverture maladie universelle qui se devra d'être opérationnelle. Vous avez l'accès à l'eau potable qui est une problématique qui a fait l'actualité ces derniers mois. Vous avez l'électrification parce que ce fut aussi une promesse du chef de l'État, l'électrification des villages de plus de 500 habitants, etc., etc. Donc autant de mesures à fort impact immédiat et direct sur les différentes populations. Alors, ce sont des volets sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Mais déjà, est-ce qu'on peut parler de conditions de vie, d'améliorer les conditions de vie sans évoquer la question du SMIC, surtout quand on sait que le SMIC n'est pas appliqué à tous? Mais vous vous souviendrez que ce fut une revendication très forte de la communauté syndicale déjà lorsque le SMIC était au-delà de 36 000 francs. Les populations, la communauté syndicale a fait cette revendication très forte et le chef de l'État l'a entendu et l'a matérialisé en termes de relèvement de SMIC de 36 000 francs à 60 000 francs CFA. Et ceci est une obligation que les différents partenaires du secteur de l'emploi doivent opérationnaliser. Et vous avez tout à fait raison, il existe encore des corps qui peinent à obtenir cette revalorisation. J'en veux pour preuve le personnel domestique et c'est à cet effet que d'ailleurs sur ce corps, une initiative réglementaire a été introduite auprès de l'Assemblée nationale pour pouvoir disposer que ce corps puisse bénéficier d'un traitement spécifique et consolidé par rapport à leur prise en charge. Alors, quand on parle de coût de la vie, réduction de la cherté de la vie, notamment en faveur du panier de la ménagère, qu'est-ce qui est fait? Là encore, le gouvernement, dans l'ensemble de ces dispositifs opérationnels, a plafonné les produits de première nécessité à un certain niveau d'accès. Et c'est l'huile, c'est le riz, c'est tout ce que la ménagère a besoin pour pouvoir démarrer prendre en charge ces différentes familles. Et à ce niveau, l'impact est bien apprécié dans la mesure où la première évaluation, puisque l'évaluation se fait de façon tous les 6 mois, la première évaluation a donné une grande satisfaction dans la mesure et les prix ont maintenu un certain niveau de constance. Donc la disposition a été reconduite pour 6 autres mois afin d'éviter toutes sortes d'infractions. Est-ce qu'il y a d'autres mesures encore qui sont prévues pour encore renflouer le panier de la ménagère au-delà du plafonnement des prix des denrées alimentaires? Effectivement, nous analysons toutes les poches de possibilités pour pouvoir accompagner les plus vulnérables de notre société. Et le ministère du Commerce est très actif sur le sujet. Et d'ailleurs, une émission régulière que vous passez d'ailleurs sur votre chaîne en lien avec les prix des différentes denrées est une émission très suivie, que moi je suis par ailleurs. Et nous pensons véritablement que très vite, d'autres mesures dans le cadre de cette instruction du chef de l'État au gouvernement viendront être accentuées dans les mois à venir. Alors, parlant des secteurs prioritaires, vous avez évoqué tout à l'heure l'opération de logements sociaux. On sait que chaque Ivoirien aspire à avoir un toit. Aujourd'hui, cette opération lancée par le gouvernement, où est-ce qu'elle en est? Nous sommes déjà à pratiquement 12 000 logements qui ont été livrés. Et sur l'année dernière 2017, ce sont 4 000 logements qui ont été mis à la disposition des populations. Sur 2018, environ 10 000 logements seront mis à la disposition des différentes populations qui ont exprimé ce besoin, qui ont un faible niveau, une faible capacité d'accès au logement. Et donc, certes, il y a eu des ralentissements,
mais ces ralentissements ont été adressés à l'effet que nous puissions aller beaucoup plus vite à l'horizon 2020 pour mettre à la disposition des populations ivoiriennes le maximum de logements tel que prévu dans l'ambition du chef de l'État. Alors là, il s'agit des personnes qui ont déjà souscrit aux différentes opérations. Est-ce qu'il y aura d'autres opportunités pour celles qui n'ont pas encore pu souscrire et qui voudraient le faire? Nous attendrons les recommandations du ministre de la Construction en la matière. Alors, l'emploi des jeunes, c'est aujourd'hui une question cruciale pour tous les pays, on le sait. En plus des structures de financement des projets qui existent déjà, est-ce que le gouvernement ivoirien prévoit autre chose en la matière pour vraiment permettre à ces jeunes-là de pouvoir se prendre en charge? Oui, les structures de suivi, en l'occurrence l'agence emploi jeune, fait un travail extraordinaire et ses modalités d'opération sont en l'occurrence le financement des projets des jeunes dans l'entrepreneuriat, l'insertion dans les emplois salariés et le développement de compétences. Autant d'éléments qui nous permettent d'ambitionner, impacter cette attente des jeunes qui est très large, qui n'est pas seulement une problématique nationale, c'est une problématique carrément mondiale. Et fort heureusement, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, ce sont 53 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour pouvoir adresser cette problématique qui est importante aux yeux du Premier ministre dans l'action gouvernementale. La santé, c'est aussi très important. On a vu les phases pilotes donc, de la couverture maladie universelle. À quand est-ce qu'elle sera généralisée pour permettre vraiment aux Ivoiriens d'avoir un meilleur accès au système sanitaire? La phase pilote a permis d'adresser les étudiants. Les étudiants, dans leur grande majorité, ce sont environ 1 million de personnes qui ont souscrit dans cette opération et 27 000 qui ont pu en bénéficier immédiatement. Pour l'année 2019, nous comptons aller encore plus loin en élargissant l'accès des bénéficiaires par des corps constitués, en l'occurrence les populations vulnérables dans le secteur informel et un peu plus tard les populations vulnérables dans le secteur formel. Mais de façon large, 2019 permettra d'étendre cette opération d'impact rapide et pertinente à l'attention de toute la population ivoirienne. Alors, est-ce que cette première phase a déjà été concluante, la phase pilote dont vous venez de parler? Écoutez, les étudiants peuvent en témoigner. D'ailleurs, ils sont nombreux à avoir acquis leur carte et qui commencent déjà à les utiliser. Cette première phase pilote nous a permis d'adresser au mieux le modèle économique pour éviter que cette initiative soit déficitaire, mais surtout adresser les différentes prestations qui sont rendues dans le cadre de la couverture maladie universelle. D'accord. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, est passé de 48,9% en 2011 à 46,3% en 2015. Il a baissé, c'est vrai, mais est-ce que cela est suffisant? Cela ne peut pas être suffisant dans la mesure où nous sommes conscients que l'appel du pied des populations est très fort en la matière. Les taux, le chiffre même le dit par lui-même. Et il nous faut faire plus et davantage. C'est d'ailleurs l'objet de l'orientation du chef de l'État et de la bonne compréhension de cette orientation par son Excellence Monsieur le Premier ministre que nous allons opérationnaliser dans le cadre des différentes propositions qui seront faites et mises en œuvre dans les mois à venir. La réduction des inégalités, c'est aussi un cheval de bataille du gouvernement. De 42%, on est passé à 40%. Quelles sont les perspectives en la matière? L'ambition véritable a été exprimée de façon volontaire dans l'adressage budgétaire. C'est ce qui a permis de très vite que le budget soit orienté sur les dépenses pro-pauvres et nous faire passer de 1 000 milliards d'initiatives accompagnées à près de 2 000 milliards de francs CFA d'initiatives accompagnées. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Nous, dans le cadre du gouvernement, le chef du gouvernement a donné des instructions pour que nous puissions aller au-delà de ces différentes initiatives. Parlant de dépenses pro-pauvres, cela s'entend les secteurs sociaux, en l'occurrence la santé, l'éducation, l'assainissement, tous les secteurs qui ont un impact immédiat et direct sur les différentes populations. Donc vous nous entendrez sur ces différents chantiers durant les semaines à venir. Et parlons justement des dépenses pro-pauvres. On a le projet des filets sociaux. Le gouvernement envisage de doubler, voire de tripler le nombre de familles bénéficiaires pour passer donc à 100 000 familles à travers le pays. Mais déjà, quel bilan est-ce qu'on peut faire de ces premières phases? Est-ce que les montants alloués permettent vraiment aux familles de se prendre en charge ou encore de réaliser des activités?
La ressource de 35 000 francs CFA qui arrive dans ces différentes familles constitue une ressource supplémentaire non attendue. Et dans certaines localités, telles que la Bagoué, telles que le Béquet, ce sont autant de ressources qui permettent aux différentes populations de régler les frais de scolarité de leurs enfants à certains égards. Ce sont des ressources qui permettent aux populations de renforcer, d'élargir leurs parcelles cultivées. Ce sont des ressources qui permettent aux populations de se prendre en charge d'un point de vue sanitaire. Donc pour nous, c'est certes pas beaucoup, mais c'est déjà un premier geste qui est avec dans l'espoir qu'avec les ressources disponibles, nous puissions augmenter la ressource. Mais déjà élargir l'assiette des bénéficiaires, c'est un geste important qui nous met au cœur des attentes des populations. Et je pense que le signal est bon, il faut le prendre et essayer d'aller beaucoup plus loin. Alors, Monsieur le ministre, on entend souvent dire que certaines décisions restent sur le papier, le gouvernement prend des mesures. Est-ce qu'elles sont appliquées sur le terrain? Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer les actions du gouvernement? Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont vraiment suivies sur le terrain et que les populations en bénéficient? C'est une question très pertinente parce que nous avons entendu ces différentes observations par ailleurs, mais il faut juste relever que dans le cadre de l'organisation des différents ministères, il existe des directions chargées de la statistique et de la planification, qui est une organisation nouvelle dans les différents ministères qui permet de faire le suivi de toutes les instructions validées dans le cadre de l'action gouvernementale. Et ceci est très intéressant. Et d'autre part aussi, sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons des revues régulières de notre action à travers les différents séminaires au niveau du gouvernement. Donc, véritablement, nous sommes sensibles au fait qu'il ne s'agit pas de poser une action pour la poser, mais il faut aussi aller au-delà de l'action posée et en faire la mesure. C'est ce qui nous permet souvent d'annoncer des éléments statistiques quand nous parlons de 6 000 personnes qui ont bénéficié, par exemple, de raccordement dans les différents éléments attentes en termes d'électricité ou bien de 12 000. Ce sont des chiffres qui sont basés sur des éléments de retour d'information, d'évaluation de l'opérationnalisation des différentes initiatives sur le terrain. Alors, pour terminer, Monsieur le ministre, les populations en général attendent beaucoup du gouvernement, les couches défavorisées encore plus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? L'orientation est très forte et très pertinent. Le message du chef de l'État nous a donné le cadre. Et les travaux sont en cours pour consolider les différentes initiatives dans tous les différents départements ministériels et pour pouvoir aller au-delà. Certes, nous avons un taux de croissance d'environ 8%, mais ce taux de croissance doit être de plus en plus ressenti par les différentes populations. Et je pense que très vite, nous serons à la tâche pour pouvoir faire ressentir ce taux de croissance dont nous parlons tant et que pour lequel certains ont quelques doutes, mais qui se ressentira dans le vécu et le quotidien des différentes populations. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine et aussi de ce journal. Je rappelle que nous recevons le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré. Merci à tous de nous avoir suivis et très bon dimanche sur RTI 1.